2, 1... Salut l'équipe, comment ça va en ce mercredi qui, vous avez l'habitude, sur ma chaîne YouTube, est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, c'est un concept qui me tient un peu à cœur que je vais vous présenter, parce que c'est l'un des premiers que vous avez kiffé dans l'histoire de ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez lu dans le titre et vu sur la miniature, on va parler des futures pépites françaises qui ont une chance de tout péter un jour en NBA. Sauf que pour correspondre au profil de crack, comme je l'imaginais, au profil de pépites, il fallait remplir quelques conditions, que je vous explique de toute façon juste après, ne vous inquiétez pas. Alors on y va? On ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Quels sont les futurs cracks français qui vont tout péter en NBA? Aujourd'hui, je vais vous parler, en priorité, des 6 pépites françaises, des 6 prodiges, des 6 cracks, comme vous voulez, français, tricolores, qui selon moi peuvent avoir un vrai avenir en NBA. Sauf qu'aujourd'hui, on va se concentrer, il faut le savoir, sur tous les joueurs qui sont nés en 2005 et après. Donc tout simplement parce que de la QV 2004, les meilleurs prospects, normalement, ils ont été draftés l'année dernière. 2004, c'est l'année de Wembanyama. Donc voilà, c'est un choix pour justement essayer de parler de nouveaux joueurs et de parler des plus jeunes. C'est un choix si j'ai parlé seulement des 2005 et ceux qui sont nés après. Pourtant, il y a certains joueurs qui sont nés avant 2005 qui ont encore une chance d'aller en NBA et on en parlera rapidement juste après. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est la première année, il me semble que c'est le cas, hein. Ça fait longtemps que je fais ce style de live et ça me fait plaisir de faire ces lives, mais c'est la première année que dans mes 6, il n'y a aucun joueur NCAA, aucun joueur français en tout cas, qui joue en NCAA à l'heure actuelle. Par contre, je me suis dit, il y a quand même quelques Français qui jouent en NCAA, du genre il y a Ilan Fibleuil que j'aime beaucoup, qui joue à UCLA, il y a Maxime Reynaud qui est en train enfin de s'imposer à Stanford, il y a Yohan Traoré aussi à Santa Barbara, qui j'oublie, il y a Adam Abal qui est à Santa Clara, il y a Ivan Ouedraogo, j'en avais parlé il y a quelques années, Alex Chikou aussi, Mohamed Diarra, enfin bref, il y a pas mal de Français qui jouent en NCAA, et si ça vous intéresse de savoir ce qui valent ces Français de NCAA, peut-être qu'on se fera un live où je vous présenterai, pareil que je fais aujourd'hui, mes 6 pépites pour la NCAA, donc si si ça vous intéresse, dites-le moi dans le chat, dites-le moi aussi dans les commentaires YouTube, tous ceux qui regarderont le best-of, voilà, tout simplement, si vous voulez que je vous présente qui sont selon moi les 6 meilleurs Français de la NCAA, je pense que ça peut être un live super intéressant, mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse, j'ai envie d'abord de connaître votre hype. Peu importe, quoi qu'il en soit, dans tous les joueurs NCAA que je viens de citer, de toute façon, mis à part Ilan Fibleuil, tous sont nés avant 2005, donc aucun n'aurait correspondu aux critères de toute façon pour être dans le live, mis à part Ilan Fibleuil, mais malheureusement j'ai trouvé 6 joueurs que je trouve un petit peu plus prometteurs que lui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a ces joueurs-là qui sont nés avant 2005, qui sont prometteurs en NCAA, mais avant qu'on commence, j'ai voulu faire un big up à d'autres joueurs qui sont nés avant 2005 et qui restent quand même de gros prospects NBA, ou en tout cas des joueurs prometteurs, et je voulais au moins leur faire une petite dédicace en disant un petit mot sur eux. Et le premier dont je vais parler, c'est de Melvin Aginsa, dont je vais pas parler dans le live, parce que, si, je suis en train d'en parler, mais je ferai pas un gros focus sur lui, parce que comme vous le voyez, il est né en 2004, il a déjà 19 ans, Melvin Aginsa, c'est un poste 3, qui a fait une super coupe du monde du 19 l'été dernier, c'est vraiment un sniper, un gros shooter à 3 points, qui est très adroit. Quand on regarde ses pourcentages, ça peut paraître pas exceptionnel, sauf que, c'est un petit peu faussé, dans la mesure où il prend les 3 quarts, quasiment, vraiment, de ses shoots à 3 points, donc forcément, c'est des shoots compliqués, donc c'est plus dur d'avoir des pourcentages élevés quand c'est le cas. Mine de rien, il tourne à 35% à 3 points, c'est propre, à Saint-Quentin, du coup. Il pourrait être drafté, c'est un bon défenseur aussi. Il s'en sort bien dans cette équipe du SQBB qui a été promu en Betclic Elite, et qui s'en sort bien aussi cette année collectivement. Son rôle de spécialiste du catch and shoot, il le joue bien, et on imagine que Melvin Aginsa, potentiellement en NBA, à terme, ça pourrait être un vrai 3&D, et certains même l'annoncent en milieu de deuxième tour cette saison, donc pourquoi pas, ça peut valoir le coup de garder un œil sur Melvin Aginsa, même si aujourd'hui il correspond pas aux critères. Pareil, lui, par contre, il est né en 2001, il a 22 ans, je voulais parler de Milan Barbic, donc ouais, 2001, clairement un late bloomer, par contre, c'est un joueur qui joue à Blois, Milan Barbic, et qui a déjà un gros rôle en Betclic Elite, c'est un meneur de grande taille, qui fait 1m96, qui est un gros scoreur, mais surtout qui est un mec super polyvalent, qui est un vrai organisateur, un super passeur, un gros créateur de jeu aussi, qui est souvent excellent dans la prise de décision, qui a aussi une bonne adresse au shoot, regardez, 41% à 3 points, c'est propre, et là, malgré ses 22 ans, et malgré le fait qu'il ne se soit pas présenté à la draft les années précédentes, on commence à en reparler un petit peu en NBA, donc je pense pas qu'à 22 ans ça se fasse via la draft, quoique, qui sait, mais peut-être pour signer un contrat dans le futur. Milan Barbic, en tout cas, est vraiment en train de se montrer dans le championnat de France cette année. Il souffre sûrement le fait d'avoir explosé un peu tard, d'être un late bloomer, mais ce qu'il fait actuellement à Blois, ça commence à parler un petit peu en NBA, donc pareil, ça va être un joueur à suivre.
Même si lui non plus, comme je vous l'ai dit, ne correspond pas aux critères. Un autre qui correspond pas aux critères et dont on parle beaucoup ces derniers temps, bien sûr, c'est Nadir Ifi, qui est né en 2002, qui a 21 ans, et qui lui, alors que j'en avais quasiment jamais entendu parler de ma vie avant, a complètement explosé l'année dernière au Portel. Il s'est présenté à la draft l'année dernière, il faut le savoir, mais il n'a pas été sélectionné. Pourtant, il était déjà apparu dans pas mal de mocks, surtout en fin de second tour, et du coup, ça fait qu'il pourra pas se représenter. Sauf que là, on a un Nadir Ifi qui fait une très grosse saison du côté de Paris. Pour moi, c'est déjà l'un des tout meilleurs arrière de Betclic Elite, vraiment, hein. Là il a été titulaire au All-Star Game, il a mis 44 points, vous l'avez tous vu j'imagine, il a été excellent, il a mis des 3 points dans tous les sens, il a d'ailleurs égalé le record de points de Bonato, hein, sur le All-Star Game de Pro A. C'est un showman, vraiment c'est un showman, c'est un mec qui donne envie de le regarder jouer. Nadir Ifi, c'est un mec qui est très vif, qui est très rapide, qui est très adroit, qui est très explosif aussi, et qui est très difficile à attraper quand on est un défenseur, tellement son centre de gravité est bas et qui zigzague dans tous les sens. Ça fait que Nadir Ifi c'est un très gros scoreur. Le problème pour la NBA, c'est qu'il est sûrement un petit peu sous-dimensionné. Il fait 1m85, ça peut être un petit peu un handicap en défense. En contrepartie, il y a certains joueurs qui sont un handicap en défense. On parlait de Trae Young tout à l'heure. Mais voilà, lui, il est complètement élite en attaque et ça peut compenser. Et Nadir Ifi, même si c'est un bon scoreur, il n'a pas le niveau offensif d'un Trae Young en attaque. Et peut-être que les scouts NBA ont peur que ça ne compense pas ses doutes, les doutes en tout cas qui peut soulever en défense. Il est peut-être pas assez playmaker offensivement, il est peut-être pas assez régulier dans son shoot. Sa sélection de tir est peut-être un petit peu améliorée. Sauf que, même si pour l'instant ces raisons font qu'il intéresse pas à fond les scouts NBA, ou en tout cas faisaient qu'il les intéressait pas au moment où il s'est présenté à la draft, aujourd'hui, au vu de ce qu'il est en train de faire, au vu de comment il fait parler de lui dans le championnat de France, au vu de ses pourcentages aussi qui sont en augmentation, même si c'est pas un playmaker, c'est un scoreur, et peut-être qu'au vu de ce qu'il fait actuellement du côté du Paris Basket, certains GM regrettent de ne pas l'avoir drafté l'année dernière, et pourquoi pas imaginer Nadir Ifi choper un contrat d'ici quelques années ou d'ici quelques mois pour essayer d'avoir un petit shot en NBA. En tout cas, il mérite. Autre big up du côté de Zachary Perrin, qui est né en 2004 aussi, un joueur qui a été formé à Antibes, un grand pivot qui mesure 2m11, qui a passé un an NCAA en tant que redshirt, mais il a joué que 2 minutes sur la saison, donc même s'il s'est formé un petit peu à l'entraînement, c'est le but chez les redshirts, il a quasiment pas joué de match, mais maintenant ça reste quand même un joueur qui est très jeune, comme je disais, qui est né en 2004, 19 ans, qui vient de retourner à Antibes après son expérience américaine, et là, on voit qu'il a appris parce qu'il se montre assez bon en Pro B. C'est un mec qui se montre super solide, qui a de très bonnes mains, qui est très costaud, qui a un bon rebondeur aussi, qui peut même faciliter un petit peu le jeu parce que en tant que tour de contrôle dans la raquette, il arrive à trouver les coéquipiers ouverts. Il sort d'une Coupe du Monde du 19 à 16 points 11 rebonds, il avait eu un très gros rôle, il m'a beaucoup impressionné dans le tournoi. Peut-être que c'est un peu trop un pivot à l'ancienne, pas assez vertical pour la NBA, peut-être pas assez protecteur de cercle, mais n'empêche que il sera à suivre aussi, parce qu'un joueur de 19 ans qui a de telles qualités à l'intérieur et qui est un tel energizer aussi, je pense que ça mérite qu'on en parle un petit peu. Et enfin le dernier dont on va pas parler aujourd'hui, sauf qu'on en parle tous, mais le dernier non, l'avant-dernier, pardon, pour qui je vais faire une dédicace, c'est Matthew Strazel. Matthew Strazel, lui, c'est un 2002, un mec qui a commencé très jeune, qui a joué l'Euroleague très jeune avec l'Asvel, qui est parti à Monaco. Ensuite, là, il fait sa deuxième saison du côté de Monaco. Et là, dans cette espèce de Dream Team, dans la Roca Team, il est vraiment en train de trouver une place. Il a un plus gros rôle de l'an dernier. Il joue surtout en Betclic Elite, moins en Euroleague. Et en Betclic Elite, il est tantôt en tant que starter, tantôt en sortie de banc. C'est un gros dynamiteur, Matthew Strazel. Il y a plusieurs, justement, vidéos de ce type, live de ce type, où je parlais des 6 futurs crack français en NBA, j'en parlais de Matthew Strazel. Résultat, il est toujours en France, mais ça reste toujours un crack parce que c'est un énorme shooter. Il a une adresse de ouf de loin, c'est un sniper qui peut tout faire, qui peut scorer sur catch and shoot, qui peut mettre des step back et créer son tir. Vraiment, c'est un spécialiste du tir, qui a un jeu vraiment propre, qui a une bonne sélection, qui peut prendre de gros shoots aussi, qui peut se montrer très clutch. Il a aussi fait des progrès que je trouve assez significatifs dans le playmaking. Aujourd'hui, il tourne quasiment à 4 passes par match, alors qu'avant c'était un petit peu son péché mignon. Non, vraiment, je trouve qu'il a tout le talent offensif pour jouer en NBA. Sauf que, un petit peu comme Nadir Ifi, voire encore plus, parce qu'il est encore plus petit, Matthew Strazel, il fait 1m82, son manque de taille peut inquiéter du côté défensif, malgré tout le talent offensif qu'il a, et c'est peut-être pour ça que la NBA c'est un petit peu dur pour lui à l'heure actuelle, mais bon, s'il continue à faire de si bonnes choses offensivement, peut-être qu'il aura un shot un jour en NBA. Et enfin, voilà, le dernier qui est trop vieux, c'est bizarre de dire trop vieux, parce qu'il a 20 ans, Armel Traoré, lui aussi, j'en ai déjà parlé dans d'anciens lives sur les futures pépites françaises en NBA, c'est le coéquipier de Milan Barbic, à la
Dablois. Là, il est enfin en train d'exploser. C'est un mec qui est, enfin voilà, il est passé par le pôle France. Il était déjà, à l'époque où j'en ai parlé, il était dans le pôle France et c'était un joueur très prometteur. Ensuite, il est passé par Monaco, il est passé par Boulogne-le-Valois. Il était dans l'équipe l'année dernière, avec Bilal Koulibaly, avec Victor Wembanyama, avec Vincent Collet. Il a un gros bagage et maintenant il est à Blois et il réalise sa meilleure saison en tant que professionnel. C'est un monstre physique, Armel Traoré, vraiment un joueur très athlétique, un joueur très polyvalent, qui peut avoir un gros volume, une grosse activité des deux côtés du terrain, qui peut apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de boost. Il a toujours un très gros potentiel, même s'il a mis un petit peu de temps à se développer. À 20 ans, la NBA c'est peut-être pas fini, mais pour y arriver, je pense qu'il va devoir progresser offensivement, notamment au tir de loin, pour essayer de revenir sur les radars des scouts. Donc pour l'instant, c'est peut-être un petit peu trop juste du côté de Blois pour Armel Traoré, mais vu ce qu'il est en train de faire, je pense que c'est un joueur qui peut progresser, qui a un physique déjà NBA ready, et pourquoi pas, du coup, jeter encore un œil sur lui, même si aujourd'hui, je veux qu'on se concentre sur les pépites. Quoi qu'il en soit, voilà, on aurait pu parler aussi de pas mal d'autres joueurs, avant que je vous présente les 6 que j'ai gardés. On aurait pu parler de joueurs qui ont déjà été draftés. Je pense là à Juan Bégarin, à Hugo Besson, à Ismaël Kamagaté, qui eux sont tous, ont tous été choisis à la draft, mais qui pour l'instant se forment en Europe, en attendant peut-être d'avoir un de ces jours un appel en NBA. Ça reste toujours des joueurs intéressants, qui ont potentiellement tous une carte à jouer dans la grande ligue. Mais là vraiment, comme je disais, sur ce live, j'ai envie qu'on se concentre sur les jeunes pépites, et tous ceux qui sont nés en 2004 ou avant, c'est trop tard pour eux pour que je parle dans ce live aujourd'hui. Parce que voilà, il fallait faire des choix. J'ai trouvé que déjà il y avait beaucoup de monde intéressant, beaucoup de joueurs très intéressants, de prospects très intéressants qui étaient nés en 2005 et même nés après 2005, même parmi les plus jeunes. Donc vu que les autres ont déjà eu leur place les années précédentes, j'ai voulu réserver la place aux 2005 cette année. J'ai essayé d'en garder que 6, mais vous allez voir, il y avait beaucoup de monde. Je ferai des mentions à la fin, justement. Donc les 6, avant de vous présenter les mentions, il y en a 4 ou 5 de mémoire. Je vais vous les présenter par ordre alphabétique et vous allez voter à chaque fois pour savoir à quel point vous y croyez, quel rôle vous imaginez pour les joueurs dont je vais vous parler potentiellement en NBA, afin d'élire tous ensemble à la fin du live qui est le joueur le plus prometteur parmi les Français dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors du coup, après vous avoir parlé des joueurs que je trouvais un petit peu trop âgés, non c'est même pas que je trouvais trop âgés, mais en tout cas qui correspondaient pas au cut, parce que je ne voulais que garder les joueurs nés en 2005 et après, le premier que j'ai gardé, le premier des 6 que j'ai vraiment gardé aujourd'hui, c'est Pacom Dadier, qui joue à Ulm en Allemagne. Alors Pacom Dadier, c'est un poste 3, qui fait 2 mètres, qui pèse 85 kilos, et qui a été formé au Paris Basket. C'est un joueur qui est originaire de Charenton, qui est vraiment une espèce de pépinière, il y a beaucoup de basketteurs qui naissent à Charenton, et qui avait vraiment explosé avec les espoirs du Paris Basket. Il faut savoir qu'à 16 ans, c'est quand même un mec qui tournait à plus de 17 points par match chez les U21. Il a eu des minutes en pro, un petit peu, et en tout cas en jeune, il a quand même eu un vrai palmarès. C'est un joueur qui était dans le meilleur 5 de l'Euroleague Junior. Il a été All-Star aussi au camp Basketball Without Borders. Il a eu le bronze aussi au Mondial U17. Et il a fait une grosse saison l'an dernier, notamment en espoir à Paris. Et il a demandé à partir parce que visiblement, il y a eu un petit clash avec le management du Paris Basket, une certaine frustration. Certains disaient que c'est parce qu'il faisait trop le banc, mais la vérité c'est qu'apparemment il y aurait eu plutôt un clash entre son père, sa famille et l'encadrement du Paris Basket, parce que apparemment le papa aurait reçu des coups de fil à 2h du matin pour aller le chercher sur le parking de Halal Carpentier en pleine nuit et dans le froid, parce qu'il y aurait eu des soucis de communication entre le club et le lycée, enfin bref, des soucis qui ont fait que Pacom Dadier a demandé à partir, alors que le Paris Basket avait pas forcément envie de le laisser partir vu le talent que c'était. Du coup il a signé à Ulm, là il est en train de passer sa 2e année à Ulm, là en Allemagne, sauf que sa première année a été compliquée, c'était l'an dernier, parce qu'il a connu les soucis administratifs qu'on connaît, les conflits avec Paris, et il a pas pu jouer jusqu'en janvier l'année passée, donc l'année dernière a été un petit peu compliquée pour lui, que ce soit pour le basket, ou même psychologiquement, où apparemment il souffrait pas mal de sa situation. Heureusement, aujourd'hui, déjà, il faut savoir que Ulm d'ailleurs a gagné le titre, a été champion d'Allemagne, mais malheureusement il a pas pu jouer un seul match de championnat, Dadier, mais maintenant c'est ok, ça y est, il est officiellement à Ulm, c'est bon pour lui, et il peut jouer en championnat d'Allemagne et en Eurocup. On l'a vu d'ailleurs contre Bourg en Eurocup par exemple, il a été plutôt bon. Il avait fait un match à 14 points avec une bonne adresse, 2 sur 2 de loin, si j'ai pris les notes là, et avec 18 minutes de temps de jeu. Donc c'est un joueur qui est né en 2005, c'est ce qu'on a dit, donc il va être éligible à la prochaine draft en 2024, et de ce qu'on voit, ça peut être un possible fin de premier tour, selon les plus optimistes, et de ce qu'on voit, de manière plus générale, il y a quand même plus de chances qu'il soit drafté au second tour. Donc c'est un swingman qui peut jouer des deux côtés du terrain, qui a des qualités athlétiques qui sont assez impressionnantes, c'est un bon attaquant, qui a une bonne panoplie, qui peut mettre beaucoup de tirs en catch and shoot, même s'il manque encore de régularité sur son tir et sur son adresse, il a une mécanique qui mérite encore d'être travaillée, mais il a une trajectoire de tir qui est prometteuse, je pense qu'il peut devenir un shooter à terme. Il peut aussi attaquer le cercle de façon très qualitative, parce qu'il a de
bonnes qualités athlétiques. C'est un joueur qui a de bons appuis, qui fait de bonnes feintes, qui a vraiment des qualités de scoreur intéressants. C'est un bon ailier créateur, hein, tout simplement, et qui brille d'abord par ses qualités athlétiques, par sa grosse énergie, par sa grosse envie, parce que c'est un joueur qui sprint, qui veut tout le temps jouer en contre-attaque, mais qui, peu à peu, a appris à développer ses skills et à être de plus en plus percutant, hein, sur un terrain. Il peut être utilisé en tant que porteur de balle principal, si tu veux accélérer le jeu, vraiment, parce que c'est un mec qui va toujours de l'avant, mais maintenant, est-ce que tu l'utiliserais en tant que porteur principal sur demi-terrain? Non, pas encore. Pour moi, il est pas assez organisateur, pas assez passeur, pas assez playmaker, et il a un handle qui mérite d'être poli. Mais peu importe, on parle d'un joueur qui joue au poste 2 et au poste 3, s'il peut pas jouer meneur et organiser ce jeu sur demi-terrain, c'est pas non plus catastrophique. Maintenant, en plus de ça, il a quand même montré quelques flashs dans ce domaine. Il a été formé comme un meneur, je l'ai appris il y a pas longtemps, donc mine de rien, il a quand même quelques qualités à ce poste. C'est un bon créateur, il l'a déjà montré en espoir. Par contre, en pro, on voit que pour mener le jeu à la création, il a quelques limites, parce qu'il peut perdre des balles qui sont assez évitables et qui peuvent, qui mériteraient justement de soigner, de polir un petit peu son jeu en tant que meneur pour évoluer à ce rôle-là en tant que pro. Mais peu importe, parce que pas comme Dadier, est-ce que c'est en tant que meneur qu'on l'attendra? Non, pas sûr, je pense que c'est plutôt en tant que joueur extérieur. Maintenant, dans les progrès aussi qu'il peut faire, c'est que il crée peut-être pas encore assez son tir. Par contre, il peut briller grâce à de bons cuts, il a une belle activité, partout sur le terrain, en défense, au rebond aussi. C'est un joueur qui hustle, qui n'hésite pas, qui se jette aussi au sol pour récupérer des ballons, qui se montre beaucoup dans le travail de l'ombre et qui justement plaît au coach, hein, pour ça. C'est un bon intercepteur qui arrive bien à anticiper les trajectoires, qui est assez explosif aussi pour se jeter sur les passes. C'est un mec aussi sur le porteur, il peut mettre la pression parce qu'il a une bonne longueur, une bonne mobilité latérale aussi. Et encore une fois, moi je le dis souvent, hein, mais chez un joueur en défense, quand t'as les outils, mais quand en plus t'as l'envie, et pas comme Dadier, il a l'envie, ça peut faire la différence. Il a une belle agressivité, c'est un mec qui conteste bien. Par contre, encore une fois, de ce côté du terrain, je disais qu'il fallait qu'il prenne de la maturité en attaque pour éviter les déchets. C'est pareil en défense, attention aux fautes bêtes, des fois, qui lui arrivent de réaliser, mais à 18 ans, c'est pas trop grave. Il mérite de mûrir, tout simplement, de trouver une certaine régularité au tir, de justement polir son jeu, et se polir mentalement aussi. Mais ce qu'on voit, c'est que plus les mois passent et plus il y a des progrès, il commence à avoir un petit peu de temps de jeu régulier en Eurocup, il fait des bons passages en peu de minutes, il a mis 11 points en championnat récemment aussi, c'est bien. Il a son coach Anton Gavel qui lui fait de plus en plus confiance, et ce qui est bien, c'est que pas comme Dadier, il a pas peur du haut niveau, il se montre, il apporte vraiment un boost dès qu'il rentre sur le terrain, il a cette espèce de rôle d'energizer du côté d'Ulm qui lui va très bien, et c'est comme ça que peu à peu il est en train de faire sa place chez les pros, et finalement j'ai l'impression, aussi curieux que cela puisse paraître, parce que le niveau est plus élevé chez les pros, mais qui se fait presque plus sa place chez les pros que ce qu'il la faisait chez les espoirs, parce que chez les espoirs il avait un rôle qui n'était pas forcément toujours bien défini, où il avait plus de responsabilités, et quand il avait plus de temps de jeu, il y avait quand même de longs passages où il était plus invisible, où il se cachait un peu, et là, dans ce rôle-là, c'est quand même prometteur de voir qu'à 18 ans, il peut avoir du temps de jeu en Eurocup, et je pense que s'il continue ses progrès, à terme, ça peut devenir un bon 3&D, s'il met ses shoots de loin, parce que défensivement, il est déjà là, il a une bonne activité off-ball, mais en défense, ce que je veux dire, c'est dans la défense off-ball, il est là parce qu'il va faire des interceptions, mais dans le jeu aussi, en attaque off-ball, il peut proposer des cuts et des démarquages, c'est bien. Il peut se démarquer en catch and shoot, même s'il les met pas tous, il trouve les positions et c'est bien. Son physique est déjà NBA ready, franchement ça fait déjà beaucoup d'avantages. Maintenant, il manque d'expérience. Donc c'est le plus gros souci, si je peux me permettre, avec pas comme Dadier, mais manquer d'expérience à 18 ans, c'est pas vraiment un souci. Ça peut être un joueur qui peut être drafté, je pense, à la prochaine draft en 2024, par une équipe qui a pas forcément besoin de lui tout de suite, et qui pourrait décider de le stash, c'est-à-dire de le laisser en Europe, le temps qu'il puisse mûrir et puisse progresser en misant sur le potentiel futur, parce que j'ai pas trop de doute, pas comme Dadier, un vrai potentiel, peut-être pas pour être drafté au premier tour en 2024, mais peut-être pour plus tard, dans plusieurs années, essayer d'avoir un shot en NBA et de faire le maximum des opportunités qu'il pourra avoir dans la grande ligue. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Ok, pour pas comme Dadier, donc je vous ai, comme ça va être le cas pour les 6 joueurs que je vous ai montré, que je vous ai sélectionné, il y a eu un sondage qui vous a été proposé, personne le voit All-Star un jour en NBA, personne le voit ne serait-ce que titulaire un jour en NBA. Par contre, vous êtes 38% à imaginer qu'il pourrait avoir un rôle de remplaçant, donc de backup en NBA avec de bonnes minutes. Vous êtes 41%, la majorité, à penser qu'il aura un rôle en bout de banc un jour en NBA, ce serait déjà bien. Et vous êtes 21% à penser qu'il n'ira jamais en NBA. Je sais pas, en tout cas moi je lui souhaite qu'il y aille, mais quoi qu'il en soit, je vois que 41% d'entre vous qui le voient en bout de banc, c'est quand même plutôt cool. Ça montre que déjà avec pas comme Dadier, il peut y avoir un vrai avenir en NBA, peut-être même dès la saison prochaine. C'est intéressant en tout cas, et ça va faire, il va faire partie des joueurs à suivre pour la saison
saison prochaine et pour la prochaine draft. Le prochain, c'est Noah Essengue. Donc c'est vrai qu'il est moins connu que certains, et pourtant on parle de plus en plus de lui. C'est le coéquipier de Pacom Dadier, du côté de Ulm. Il vient d'avoir 17 ans, il les a eu en décembre, donc c'est tout récent, et il a eu par exemple, pareil, il a connu des belles choses dans sa jeunesse, avec une médaille de bronze à l'Euro U16 en 2022. Lui, Noah Essengue, c'est un joueur qui est originaire d'Orléans, qui a été formé au centre fédéral, au pôle, pendant 2 ans. Au pôle, il a fait une énorme deuxième saison. Par exemple, il a participé au tournoi Adidas Next Gen du côté de Belgrade, il a été élu dans le meilleur 5 en avril dernier, et cet été, du coup, après avoir vécu tout ça au pôle, il s'est dit, voilà, c'est le moment, je vais devenir pro. D'abord, il a eu une offre de l'Asvel, qui était très intéressé par les services de Noah Essengue. Il avait déjà joué avec l'Asvel en espoir, et il y avait eu aussi une convention qui a été signée avec eux avant qu'il aille au centre fédéral, mais non, Noah Essengue a choisi d'aller en Allemagne, et d'aller du côté d'Ulm, parce que Ulm, vous êtes en train de vous rendre compte, c'est une vraie pépinière du côté du championnat allemand, parce qu'il y a déjà Pacom Dadier dont on a parlé juste avant, et on a aussi Kylian Hayes, vous vous rappelez, qui était passé du côté d'Ulm, et qui s'est fait une spécialité de former les jeunes joueurs européens avant qu'ils aillent en NBA. Donc c'est pour ça que Noah Essengue est allé du côté de l'Allemagne pour signer son premier contrat pro, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un double contrat. Donc il peut jouer avec les pros, mais il peut aussi jouer avec l'équivalent, même ça s'appelle la Pro B allemande, avec ce qu'ils appellent la Orange Academy, qui est une équipe de jeunes qui est associée à Ulm. Donc par contre, Noah Essengue, lui, il est né en 2006, il est très jeune, c'est ce qu'on disait, et il sera pas drafté avant la draft 2025 potentiellement, donc il va avoir encore le temps de progresser. C'est un intérieur qui mesure 2m05, qui est très brut, et c'est normal à son âge, mais c'est intéressant de voir que, déjà, alors qu'il avait 16 ans, parce que c'était avant son anniversaire en décembre, alors qu'il avait 16 ans, il a déjà eu quelques minutes en Eurocup. C'est déjà très lourd, et à chaque fois qu'il a des minutes, à chaque fois qu'il a des responsabilités, Noah Essengue, c'est un joueur qui se montre, qui a un gros moteur, une grosse énergie. Le premier match pro qu'il a fait de sa vie, c'était plutôt lourd en 10 minutes, c'était en Eurocup, il finit à 8 points, 3 rebonds, une interception. C'est cool. Pour l'instant, il a pas trop de minutes en championnat, il joue surtout en Coupe d'Europe, même en Coupe d'Europe, ses minutes sont limitées, c'est normal, on va lui laisser le temps de progresser. C'est un joueur qui est athlétique, clairement, c'est pas forcément le plus qu'il est, qui a le plus de toucher ou le joueur le plus fin, mais c'est quand même un joueur qui a une vraie envie de bien faire, et c'est assez appréciable parce qu'il apporte beaucoup de fraîcheur justement dans son jeu, dans son énergie et dans son envie. Sa panoplie offensive est pas forcément très étendue encore, c'est pas un créateur pour lui-même, c'est pas non plus un créateur pour les autres, mais c'est quand même un mec qui peut faire de bons cuts, qui peut bien se placer, qui peut être trouvé dans des endroits comme au dunker spot, où justement il va utiliser sa taille et sa longueur pour marquer des points, ou même justement aller poser un écran sur le meneur, jouer le pick and roll, couper vers le panier, récupérer la balle, les fondamentaux du basket, globalement, il les maîtrise. En parallèle, en plus de ça, il est en train de se développer un petit shoot de loin, il tente de plus en plus sa chance et les espoirs à 3 points. Avec les pros, il tourne à 33%, mais pour l'instant, son volume est pas assez significatif pour qu'on y donne de l'importance. Mais ça se voit, il travaille et ça commence à rentrer de temps en temps. C'est un mec, comme je disais, qui se place bien, qui comprend le jeu, qui participe bien au jeu offensif et qui peut être un bon facilitateur dans un collectif, non pas parce qu'il a une grosse qualité de passe, mais parce qu'il va faire plein de petites choses, poser un bon écran. Voilà, c'est un joueur collectif qui fait du bien dans une équipe. Déjà du côté offensif, mais du côté défensif, c'est bien aussi parce qu'il a une grosse activité. C'est un mec qui est mobile, qui est long, qui a une bonne vitesse latérale, qui pareil se jette pour aller choper les ballons, qui est mort de faim lui aussi, qui fait pas mal d'interceptions, et sachant qu'aussi avec ses grands bras, sa longueur, c'est un joueur qui peut dissuader, qui peut faire comprendre aux joueurs adverses qui vont hésiter 2-3 fois avant de prendre le shoot face à lui, et qui en plus peut mettre pas mal de contres. Il a une attitude sérieuse, ça aussi c'est appréciable, c'est un mec qui justement perd pas trop sa concentration en défense, il reste bien sur l'homme, il sait utiliser ses outils, et c'est bien de voir que pour son âge, déjà, il est conscient de ses forces et de ses faiblesses, il sait les utiliser, finalement, il fait pas trop d'erreurs non plus pour son âge, et ça montre que Noah Essengue, à 17 ans, c'est déjà un joueur très intelligent. Sa présence, quand il est sur le terrain, elle se remarque des deux côtés, même si son énergie, parfois, mérite un petit peu d'être canalisée, ça je le cache pas, mais c'est normal aussi qu'il soit un petit peu tout feu tout flamme à peine 17 ans. En gros, il a juste besoin d'expérience, mais les bases et le potentiel est vraiment présent. Il a fait l'Euro U18 aussi, cet été, il a eu le même rôle, celui d'Energizer, et dans ce rôle-là, il a pu mettre beaucoup de points en peu de temps de jeu, en sortie de banc. Il a tourné à 10 points en 17 minutes alors qu'il avait aucun système pour lui et qu'il n'était pas mis en avant. On se servait surtout de lui pour sa défense, et finalement Noah Essengue a réussi justement à trouver une place en attaque alors que les systèmes n'étaient pas pour lui. À 17 ans, chez les pros, là, à Ulm, on commence déjà à lui faire confiance un petit peu en Eurocup, en tout cas de plus en plus, et je trouve qu'il est vraiment dans des bonnes conditions de développement, et ça peut être prometteur. Il a un potentiel réel, je trouve, à son âge. C'est un prospect à long terme, c'est sûr, qui doit prendre encore en épaisseur, parce que pour l'instant son physique est très jeune, il est pas encore NBA ready physiquement,
ça reste un joueur très frêle, qui a quand même un physique d'adolescent encore, mais c'est normal, c'est un adolescent. C'est un joueur qui est très longiligne, c'est sûr, mais qui en contrepartie est très agile. Et je pense qu'avec la polyvalence qu'il a sur le terrain et tout ce qu'il est capable de faire, mais aussi son intelligence de jeu, il peut avoir un gros plafond. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous disais aussi, il a un double contrat qui lui permet aussi de jouer en Pro B avec la Orange Academy, et avec cette Orange Academy, il est très fort, même limite, il défonce tout. Il tourne à plus de 20 points et dire bon, avec 2 interceptions, 2 contres par match, c'est très lourd hein, dans la Pro B allemande, et ça montre que Noah Essengue, à seulement 17 ans, a de vraies qualités. Pour moi, il a vraiment le profil moderne du poste 4 en NBA. On en parle en tant que possible fin de premier tour en 2025, même si c'est encore très tôt pour faire des prédictions pour la draft 2025. Les choses peuvent très vite changer, il peut beaucoup augmenter, comme beaucoup descendre, on sait pas ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, moi ce que je retiens, c'est qu'il a encore 1 an et demi pour se former, et que pour l'instant il est sur une courbe très positive, et que son potentiel est vraiment alléchant pour la draft 2025. Ok, pour Noah Essengue, je vous ai fait le vote, hein, comme je vais le faire à chaque fois, et vous êtes plutôt optimiste. Visiblement vous étiez quand même peu à le connaître avant que je vous parle de lui, et j'avoue que je l'ai pas non plus découvert il y a 5000 ans. Quoi qu'il en soit, pour vous, il y a quand même 30% de chances qu'il soit titulaire, bon personne ne le voit All-Star, mais 30% de chances qu'il soit titulaire, 43% de chances qu'il soit un bon remplaçant en NBA, 22% de chances qu'il finisse en bout de banc, et 4% seulement, vous l'imaginez, pas en NBA. Et c'est vrai qu'il a un avenir prometteur, c'est encore trop tôt bien sûr, hein, là c'est pour rigoler qu'on essaye de prévoir l'avenir de ces joueurs, c'est enfin pour rigoler non, mais voilà, on joue pas notre vie là-dessus, on essaye de parier, et moi ça me permet d'avoir votre ressenti, et ça montre que justement vous y croyez, hein, parce que pour la majorité, vous êtes 43% à avoir dit qu'il serait remplaçant, et ce serait déjà un bon rôle en NBA. Là il faut savoir que, comme je disais, hein, avec la Orange Academy qui est dans la Pro B allemande, il explose tout, il fait des stats dingos, et je l'ai appris dans le chat, hein, je le savais pas, à vérifier, mais je te fais confiance, c'est Yaboufrik qui nous a dit ça, qui nous disait que Jérémy Sohan, au même âge, ne tournait qu'à 9 points de moyenne avec la Orange Academy. Donc quand on voit la place qu'a réussi à se faire Sohan avec la Orange Academy, et quand on voit que Noah Essengue écrase mais 3 fois plus l'Orange Academy que l'a fait Sohan, effectivement c'est un joueur qui peut être très prometteur, et pourquoi pas l'imaginer remplaçant en NBA, voire même titulaire comme certains l'espèrent. En tout cas, lui aussi ça va être un joueur à suivre de très très près, Noah Essengue. Et le troisième que je vous présente, évidemment, c'est Zachary Rizaché, qui joue à la JL Bourg, qui est un ailier, qui fait 2m07, hein, qui est grand, je l'imaginais pas aussi grand quand je le voyais sur le terrain avec Bourg, mais vraiment très grand, 2m05, qui est 2m07, pardon, il est né en 2005, et donc il est prévu pour la prochaine draft en 2024, où il est clairement attendu comme un lottery pick. C'est un joueur qui est très grand donc, et très long pour son poste, qui peut jouer au poste 2 et au poste 3, qui est polyvalent des deux côtés du terrain, et qui, on s'en rappelle, hein, en novembre dernier, était 3ème de la mock draft d'ESPN, sauf que là, la dernière mock draft qui est sortie il y a quelques jours, ESPN l'a carrément mis à la 2ème place, et c'est assez ouf. Et quoi qu'il en soit, même si ESPN s'enflamme peut-être un peu, j'en sais rien, c'est des meilleurs spécialistes que moi, ce qu'on voit, c'est que la plupart des spécialistes de la draft l'ont dans leur top 5 de Zachary Rizaché pour la draft 2024, donc forcément, il va être à suivre. C'est un joueur déjà qui a une grosse expérience professionnelle. Il a commencé à Lasvel en tant que pro, il a joué l'Euroleague, et il est devenu, à seulement 16 ans, le plus jeune joueur de l'histoire française à starter un match d'Euroleague. Donc tout ça c'est fort. On se rappelle aussi très bien du match qu'il avait fait avec l'Asvel. C'était l'an dernier, il avait mis 10 points contre le Fenerbahçe dans une victoire. Il avait été excellent, Zachary Rizaché, et ça a fait qu'on a beaucoup parlé de lui. Maintenant, il a changé d'équipe. Là, il joue plus l'Euroleague, il joue l'Eurocup avec Bourg, et c'est assez étrange son choix. En tout cas, ça m'a surpris à la base, parce qu'on avait Lasvel et Tony Parker qui promettaient à Zachary Rizaché de le mettre complètement au centre du dispositif. On parlait même de l'emmener potentiellement faire des matchs à Las Vegas, et pourtant non, même si tout avait l'air de pouvoir être mis en place pour préparer sa draft à Villeurbanne, Zachary Rizaché, non, il a préféré partir à Bourg. Donc voilà, c'est son choix, et pour l'instant j'ai l'impression que c'est plutôt payant. À la base, Rizaché, le fils de Stéphane, hein, pour les anciens, qui a aussi joué en Pro A, qui a été médaillé d'argent à Sydney, vous le connaissez aussi très bien, mais à la base, Zachary, un peu comme son père, il est connu pour son shoot, parce qu'il a une mécanique qui est pas loin d'être parfaite, hein, qui est juste super huilée, c'est normal qu'on en parle beaucoup, mais je trouve que la principale raison pour laquelle il doit être mis en avant, c'est son espèce de QI basket général, d'homme qui peut vraiment tout faire sur un terrain de basket. C'est un joueur qui lit très bien le jeu, qui anticipe bien, qui peut créer pour lui, qui peut créer pour les autres, qui peut jouer beaucoup off-ball, passer entre les écrans, qui peut se démarquer aussi, qui peut recevoir des ballons sur les réceptions shoot, là en catch and shoot il est très bon, mais c'est aussi un joueur qui voit ses coéquipiers, qui fait de bonnes passes,
qui se démarque, qui prend les écrans, et qui arrive souvent à utiliser son explosivité pour marquer, par exemple après un cut, quand on lui donne le ballon dans les bonnes dispositions. Et puis quand il veut créer pour lui-même, c'est pareil. Il a un handle qui lui permet de s'approcher du cercle, il a de bonnes feintes, de bons appuis. C'est vraiment un joueur polyvalent qui maîtrise tous les fondamentaux et qui sait jouer avec son cerveau. Et ce qui est appréciable, c'est que c'est un joueur qui sent le basket à des kilomètres. C'est un joueur qui est unselfish, qui est un team player, qui peut bien faire circuler le ballon, qui prendra le rôle qu'on lui donne et qui l'assumera, et qui n'hésitera pas, même si c'est un joueur qui peut scorer ses points lui-même, il n'hésitera pas à donner la balle à ses coéquipiers ou aux shooters libres si il estime qu'ils sont mieux placés que lui. On a l'impression que chez lui, c'est instinctif, c'est naturel de lâcher la balle au joueur le mieux placé, et ça c'est intéressant chez un joueur, cette espèce de cerveau, d'autant plus chez un joueur de 18 ans. Maintenant, bien sûr, quand il fait des passes ou quand il dribble un peu trop, ça lui arrive encore de se précipiter parfois, et ça c'est normal, ça viendra avec la maturité et l'expérience, mais globalement, c'est un joueur qui sait tout faire en attaque. Mais en défense, je trouve que c'est encore mieux. Rizaché, c'est un jeune joueur qui défend très bien, il a de bons outils, il a une très bonne longueur, il comprend très bien les déplacements, soit de ses coéquipiers, soit des adversaires, et qui a tout pour devenir un vrai two-way player. Je trouve que sa mentalité, elle est vraiment axée défense. On parle beaucoup de son shoot, mais sa défense, je la trouve vraiment bonne. C'est un joueur qui peut agir en lockdown, qui peut faire vraiment des stops en défendant sur l'homme, et voilà, qui peut justement étouffer le porteur de balle. Il peut aussi très bien sortir sur des close-out, où il peut vraiment gêner le shooter dans le corner, par exemple, quand il va sortir à toute vitesse avec sa bonne envergure. Attention, juste encore une fois, ou peut-être au manque d'expérience et au manque de maturité, parce que ça peut lui arriver de perdre un petit peu le focus et de pas bien gérer les rotations encore. Donc pareil, encore une fois, tout ça viendra avec le temps, je m'en fais pas. Maintenant, ce qu'on pourrait soulever, qui peut être un petit peu inquiétant concernant Zaccharie Rizaché, c'est qu'on a vu dans sa carrière, on pouvait penser que des fois il avait un petit problème offensif, peut-être un problème dans la tête, un problème de confiance. Et on l'a vu cet été à la Coupe du Monde du 19, il a pas été assez agressif alors qu'on l'attendait vraiment au tournant, on voulait l'observer et on voulait le voir briller, et ça n'a pas été trop le cas, il a été un petit peu timide, on l'a vu, il attaquait que peu le panier, on voyait toutes ses qualités, on voyait ses bons fondamentaux, ses bonnes qualités athlétiques, et on voyait son bon tir aussi, mais ses pourcentages étaient assez irréguliers, et il avait pas l'air dans le rythme. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est en train de le trouver, son rythme, et quand on voit ses dernières stats en Eurocup, là à 3 points, il faut le savoir, il tourne à 3 tentatives par match à 3 points en Eurocup depuis le début de la saison, et sur les 9 matchs qu'il a joué dans cette Coupe d'Europe, il tourne à 60%, comme quoi, ok, sur la Coupe du Monde du 19, il y était pas cet été, mais quand il est dans le rythme, comme c'est le cas avec Bourg, il est vraiment fort, et surtout que cette adresse a suivi en Betclic Elite, il est à 39% de loin maintenant en Betclic Elite, et il a que des pourcentages qui ne font que augmenter depuis le début de la saison, et c'est pour ça aussi que sa cote pour la draft est en train d'augmenter. Contre Nanterre, il a mis 24 points, il a fait 2-3 autres perfs aussi à 18-20 points, il est vraiment en train de se montrer, Rizaché. C'est pas une valeur sûre encore chaque soir, mais de plus en plus ça le devient, et de plus en plus il est capable de faire des matchs références. Là, ça a été le All-Star le plus jeune en Betclic Elite, en plus de ça, il s'est bien montré lors du match, je l'ai trouvé excellent, et surtout, ce qui est appréciable, c'est qu'alors que j'avais des doutes sur sa confiance, et sur le fait justement de bien rebondir après pas mal d'échecs, mais en ce moment, il semble vraiment en phase avec son tir, vraiment en phase avec ses catch and shoot, il est très très bon dans le corner quand il a de l'espace, c'est limite une valeur sûre dans le corner, tu lui lâches la balle, il a un petit peu d'espace avec son tir qui est très beau, t'es quasiment certain que ça va rentrer, donc ok, il a déçu cet été avec la Coupe du Monde du 19, même si la France a eu la médaille d'argent, mais voilà, parce qu'individuellement, il y avait beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets dans son jeu, face aux défenses agressives, il avait du mal à s'en sortir, il avait du mal à créer, il s'est caché un petit peu, il s'est un petit peu renfermé sur lui-même, il a refusé des tirs ouverts, il avait une bonne adresse au tir, globalement ça allait, mais son attitude offensive était souvent passive, donc son rôle avec l'équipe de France cet été était surtout défensif, sauf que maintenant, avec Bourg, il est en train de connaître un déclic, et ce déclic récent, j'espère qu'il va durer, parce que quand il joue à ce niveau, il est vraiment très bon, Rizaché. Ses responsabilités qu'il a du côté de Bourg lui font beaucoup de bien, il a un rôle régulier, je trouve qu'il le comprend de mieux en mieux, et déjà, on le voit, à 18 ans seulement, c'est un vrai joueur de basket, un joueur qui est polyvalent, qui est intelligent, qui est humble en plus de ça, qui parle bien, qui est bosseur, qui a la tête sur les épaules, et je trouve que finalement, même si à la base, le choix de l'Asvel paraissait évident, il a pris le contre-pied de tout le monde, et la JL, finalement, il arrive dans une équipe qui est ambitieuse, qui se classe bien en Betclic Elite, et surtout une équipe où on lui a donné un vrai rôle. Et dans ce rôle-là, il a une très bonne compréhension du jeu, il montre qu'il a une très bonne marge de progression aussi, qu'il apprend très 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 vite, et voilà, juste, il doit
réussir à rester agressif, réussir à rester régulier comme il l'est en ce moment, et si en plus de ça il arrive à progresser dans la création pour lui, s'il arrive à ajouter un petit peu de jeu en 1 contre 1, un petit peu plus d'ISO aussi, un petit peu plus de tir en pull-up, faire preuve d'un petit peu plus de caractère aussi, d'envie, c'est un compétiteur, hein, j'en doute pas, mais il doit se montrer un petit peu plus vainqueur. Il travaille là-dessus d'ailleurs en ce moment, hein, j'ai bien vu que son coach Frédéric Fautou l'encourageait vraiment à travailler là-dessus, mais je pense qu'il peut devenir plus qu'un 3&D, là il a les bases pour être un 3&D, c'est un bon shooter de loin, très bon en catch and shoot, très bon défenseur, mais en plus de ça il peut devenir un facilitateur offensif qui s'intègre très bien dans un collectif et qui en plus de ça peut créer pour lui s'il arrive à trouver cette agressivité qu'il est en train de trouver actuellement. Donc voilà, actuellement il est annoncé en tant que numéro 2 de la draft par ESPN, donc ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui croient en lui en NBA. Il faut se rendre compte quand même que cette cuvée de draft elle est assez faible, voire très faible, mais peu importe, ce qu'on voit c'est que Zaccharie Rizaché qui pourrait être numéro 2 après Victor Wembanyama numéro 1 l'année dernière, c'est assez lourd et ça montre que justement en NBA on y croit à ce déclic récent, et on est conscient de son potentiel à Zach. Bon écoutez, pour Zaccharie Rizaché, vous êtes quand même sacrément optimiste, parce que vous êtes carrément, vous êtes 18% à le voir potentiellement All-Star en NBA, c'est très ambitieux pour lui, mais pourquoi pas, s'il arrive vraiment à progresser et à atteindre son potentiel, pourquoi pas, ça me paraît peut-être trop ambitieux, mais why not. En tout cas, par contre, la majorité, vous le voyez en tant que titulaire à 61%, c'est très lourd, 18% en tant que remplaçant, voilà, franchement déjà backup pour Zaccharie Rizaché, ce serait déjà bien, et quoi qu'il en soit, ce qu'on voit c'est que 97% d'entre vous le voient dans le pire des cas backup en NBA, donc c'est déjà très bien. Il y a 3% d'entre vous qui le voient en bout de banc, personne ne le voit pas en NBA, en même temps c'est sûr il va être drafté, donc oui il sera en NBA, pour vous dans un rôle de titulaire, et ce serait déjà fort pour Zaccharie Rizaché d'arriver titulaire en carrière en NBA, et clairement il en a le potentiel, et pourquoi pas devenir All-Star comme l'imaginaient 18% d'entre vous. On va voir, même si ça me paraît ambitieux. Ok, maintenant, le joueur numéro 4 dont on va parler aujourd'hui, parmi ceux que je vous ai gardés dans les 2005 et moins, il en restera 2 après, c'est Tidjane Salahin, qui lui est un poste 4 ou poste 3. C'est un combo forward qui mesure 2m06. Là, il faut savoir que c'est sa première saison en pro, du côté de Cholet, il a signé son contrat cet été, et à la base, lui aussi, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, est originaire de Charenton. Il a déjà un bon palmarès en tant que jeune, il a participé au Basketball Without Borders à Salt Lake City en février dernier, il a été MVP du Trophée du Futur 2023 chez les Espoirs, il a été élu dans le meilleur 5 du Adidas Next Gen Tournament en Grèce aussi cette année, et déjà ça fait un bon petit palmarès. C'est un ailier qui est athlétique, qui est bien costaud aussi, qui a une bonne frame, qui peut se développer, il est déjà bien carré, et on sent qu'il peut encore rajouter du muscle et de la puissance. C'est un joueur qui en plus de ça est grand et long, et c'est un profil qui peut plaire en NBA, sachant qu'au niveau du corps il est déjà bien présent. Sauf que Tidjane Salahin c'est pas juste un corps, c'est pas juste un physique, c'est aussi un bon shooter en plus, qui est en train de se révéler cette saison avec un bon volume et une bonne adresse, et qui en plus de ça a une bonne mécanique alors qu'elle était assez critiquée, sauf que je l'ai observé, moi je trouve qu'elle est propre sa mécanique. Et jusque là c'est vrai que c'était un joueur qui de loin avait tendance à être assez irrégulier, notamment à l'Euro U18 cet été, mais il a montré d'autres choses, et ça c'est intéressant, parce que ok c'est peut-être pas un shooter encore fiable, même s'il peut l'être, et on le voit, 39% à 3 points en pro avec Cholet c'est propre, mais quand il met pas dedans, il arrive à briller dans d'autres secteurs, notamment en transition, donc c'est cool, et ça il avait pu le faire lors de l'Euro 18. Sauf que maintenant il est en train de trouver son rythme, en train de trouver sa confiance. Je vais pas dire que c'est un sniper, mais son tir de loin est à respecter, il fait sortir les défenseurs. Sa sélection n'est pas toujours parfaite, je l'avoue, mais il mûrit et ça devient de mieux en mieux. Et au final, on s'en rend compte, quand t'as l'explosivité pour attaquer le cercle, pour partir en transition, mais que t'as aussi le shoot et que t'es capable de mettre dedans et de faire sortir les défenseurs, mais offensivement, c'est déjà très bien pour la NBA. Tidjane Salahin, c'est vraiment un scoreur polyvalent, un gros dunker, athlétique, qui a un bon shoot de loin, qui peut aussi mettre dedans en mid-range. Enfin, il a une grosse panoplie, il peut créer pour lui, il peut prendre des pull-up, il a des bons petits moves aussi dans le périmètre avec des bons appuis, mais aussi il est très bon off-ball, il peut se démarquer en catch and shoot, se faire oublier dans le corner, cutter au bon endroit pour recevoir des ballons et marquer des paniers faciles. Non, vraiment, pour scorer, on a un Tidjane Salahin qui a un très gros bag et qui en plus de ça peut être encore développé. Sauf que c'est pas juste un joueur qui joue en attaque, parce qu'en défense, c'est pas mal aussi ce qu'on voit de son côté. Il a les outils pour défendre, c'est un mec qui est long, qui est rapide, qui a une bonne mobilité, qui peut switcher sur pas mal de postes, parce que justement, il a la taille pour, il a le profil pour. Encore une fois, peut-être qu'il peut améliorer ses appuis latéraux pour être encore plus performant sur l'homme, peut-être qu'il peut améliorer aussi sa concentration et son focus loin du ballon. De toute façon, globalement, des deux côtés du terrain, je pense qu'il faut qu'il gagne en maturité, parce qu'on le voit, quand il a pas mal de temps de jeu, il a encore du mal à être régulier sur toute la durée d'un match, mais c'est pas grave.
grave, il a que 18 ans, et là, en ce moment, il est en train de prouver qu'il arrive à avoir, sur une certaine durée, une certaine constance avec son tir, et cette nouvelle régularité qu'il est en train de connaître, bien sûr qu'elle est encore à confirmer, mais il est en train de le faire. Donc maintenant, bien sûr, c'est un joueur qui doit être taillé, qui doit être poli encore, qui doit apprendre à limiter les déchets offensifs, à mieux créer, peut-être encore en progressant sur son dribble, sur son handle. Ça lui permettrait, je pense, de maximiser ses qualités de slasher, parce qu'elles sont là, physiquement, mais si en plus de ça, tu lui donnes ce handle et cette dextérité, il peut devenir vraiment très bon dans le domaine, et ça lui permettrait de confirmer le step-up qu'il est en train de faire dans la création pour lui. C'est un joueur qui a une bonne énergie, lui aussi, qui se bat, qui utilise bien son corps, qui utilise bien son physique, qui connaît ses qualités physiques et qui sait les mettre en avant, et c'est pareil en défense, même s'il fait pas mal d'erreurs dans les placements, pas mal d'erreurs aussi dans les switches de temps en temps, peu importe, ça s'apprendra, parce que les outils, eux, ils sont vraiment présents. Il est de plus en plus responsabilisé à Cholet, parce qu'on se rend compte qu'il peut être une bête des deux côtés du terrain. Il a fait un long passage sur le banc, mais là ça fait quoi, 5-6 matchs qu'il est redevenu titulaire, et depuis qu'il est redevenu titulaire, il fait des bonnes choses, hein. Il a fait des gros cartons en Champions League, il a fait un match à 24 points et un match à 18 points qui se sont enchaînés. Sur ces deux matchs, dites-vous, je disais que c'était pas un sniper, mais sur ces deux matchs en cumulé, il a quand même fait un 9 sur 11 à 3 points, je l'ai noté parce que c'est quand même assez hallucinant. Il avait fait une autre perf aussi à 24 points en début de saison en Champions League. Non, c'est fort, et en plus de ça, ce qui a été bien avec Salah 1, c'est que ces bonnes perfs, elles ont été bien relayées par les scouts sur Twitter, notamment Jonathan Givoni qui avait fait un tweet qui a été bien relayé. En championnat aussi, pareil, il est de plus en plus régulier, on le voit de plus en plus finir avec une feuille de match entre 10 et 15 points, c'est fort à 18 ans, et ce qu'on voit, c'est que là, de plus en plus, il obtient des responsabilités, et de plus en plus, ces responsabilités, il arrive à les saisir, et il arrive à monter en puissance, alors que peu de monde encore le connaissait il y a ne serait-ce que 6 mois avant le début de la saison. Maintenant il est pro, il brille à Cholet, et ce qu'on voit c'est qu'il a de plus en plus l'assurance d'être drafté, alors qu'avant c'était pas forcément une évidence. Il y a quelques mois, il y avait que les plus enthousiastes qui l'imaginaient potentiellement comme un lottery pick. J'en entendais beaucoup parler au second tour. Sauf que maintenant, avec cette espèce de déclic qu'il a connu à Cholet, ESPN vient de le classer dans son top 6. C'est quand même une dinguerie. Top 6 Tidjane Salah 1. Donc là on aurait Rizaché en 2ème, Salah 1 en 6ème. Donc même si encore une fois les choses peuvent évoluer, ça montre à quel point il est en train de faire grimper ça, et de faire grimper sa cote. En même temps, on comprend, ça peut être un scoreur aux 3 niveaux, qui peut avoir un bon mix de polyvalence, de qualité athlétique, c'est un joueur explosif aussi, qui est déjà très fluide, je trouve, dans son jeu offensif, qui est très smooth, même s'il a besoin d'expérience sur ses lectures, et qu'il a besoin de justement de gagner en focus et de maturité des deux côtés du terrain, il a déjà un physique qui est vraiment prêt pour la NBA, sa maturité l'est peut-être pas, mais c'est pas grave, à son âge, on s'en fout, il a peut-être besoin de polir quelques fondamentaux encore, mais on s'en fout encore, parce que le potentiel est là, il a déjà montré des flashs qui sont très prometteurs en plus de ça pour progresser dans les domaines dans lesquels il doit progresser. Il a toutes les qualités en fait du poste 3-4 moderne, il est long, il est polyvalent, il peut faire plein de choses. J'ai l'impression que, tout à l'heure c'est vrai que je disais que j'aimais pas trop les comparaisons, mais là il me fait penser à un Jalen Johnson encore plus costaud, qui est peut-être moins long, c'est sûr que Jalen Johnson, mais encore plus costaud. Et si ses progrès à la création continuent, je trouve que Tidjane Salah, il va avoir un très très gros plafond. Il avait joué que 3 matchs en pro avant cette saison, et voilà, quand on voit ce qu'il fait maintenant pour son premier contrat pro, qu'en 21 minutes il tourne à plus de 9 points par match avec Cholet, et que plus ça va, plus il est en train d'augmenter sa moyenne, sa montée en puissance elle est plus que notable. Il avait commencé sa saison à 1 sur 18 à 3 points en championnat en cumulé, c'était catastrophique, et voilà, sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Tidjane Salah maintenant il est à 17 sur 25 à 3 points. Donc c'est un acharné de l'entraînement, de ce que j'ai lu, c'est un mec qui travaille son tir comme un ouf, qui a une grosse confiance en lui, qui a un gros mental. Il est né en août aussi, donc il aura que 18 ans au moment de la draft, où il va être éligible, là, en 2024. C'est un projet encore, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à développer, mais vu à la vitesse à laquelle il se développe, ça peut être un profil très intéressant pour la NBA. À la base, j'avais prévu ce live la semaine dernière, je l'ai pas fait parce que j'ai chopé le Covid, donc j'ai repoussé d'une semaine, et je me disais que son classement, ce serait plutôt fin de premier tour, en tout cas dans les mocks, on le voyait plutôt milieu de fin de premier tour, mais qu'avec ses perfs récentes, j'avais hâte de voir des mocks pour mieux le classer. J'imaginais pas qu'il serait top 6, mais je me disais, là, vu tout ce qu'il fait, il va quand même bien monter, et ça se confirme. ESPN vient de le classer top 6, il est en train d'avoir une grosse hype, Tidjane Salah 1, et j'ai hâte de voir à quelle place il va être drafté, parce que son avenir, ça s'annonce assez radieux, vu ce qu'il est en train de montrer à Cholet. Ok pour Tidjane Salah 1, et encore une fois, vous êtes très 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 enthousiaste le concernant, parce que vous êtes 7% à l'imaginer potentiellement All-Star en NBA, vous êtes 54% à l'imaginer titulaire à terme en NBA, et vous êtes 39% à l'imaginer remplaçant
remplaçant. Personne ne l'imagine en bout de banc, personne n'imagine qu'il n'ira pas en NBA. En même temps, plus ça va et plus c'est sûr qu'il ira en NBA. Donc pour vous, Tidjane Salahin, ce sera un titulaire. La majorité pense que ce sera un titulaire. Et vu les progrès qu'il est en train de faire, vu la vitesse à laquelle il se développe, vu la confiance qu'il a en lui, on se rappelle justement qu'il avait discuté avec Kuzma, en gros, quand il est passé en France, et il a dit à Kyle Kuzma, t'inquiète, je te retrouve dans quelques années en NBA. Ça faisait rire beaucoup de monde à l'époque, et on voit qu'il y a de plus en plus de chances que ça arrive. Son physique est NBA ready, il a juste à prendre en maturité, il en est capable, et clairement, on a hâte de voir ça, on va le suivre de près lui aussi, parce que Tidjane Salahin, vous l'imaginez titulaire, et il peut le faire, donc ça peut faire un nouveau Français très très bon en NBA dans les années à venir. Bien sûr qu'à partir de maintenant, l'ordre alphabétique nous fait parler d'Alex Sarr, et il faut qu'on en parle d'Alex Sarr. C'est un joueur qui fait 2m16, qui a été formé au Real Madrid, puis qui est parti en Overtime Elite, et qui maintenant est en Australie, du côté de Perth. Et l'Australie, ce qui est intéressant pour un prospect qui a pour objectif la NBA, c'est que c'est un championnat professionnel, bien sûr, mais qui est aussi très solide, très athlétique, où ça joue très physique, avec des joueurs expérimentés, dont certains qui sont passés par la NBA, avec un rythme très élevé. Et de ce qui se dit, c'est le championnat sur la Terre, hors États-Unis, qui se rapproche le plus du jeu de la NBA, et donc ça peut être une bonne idée pour Alex Sarr d'aller se former là-bas. Et en Australie, à Perth, on a un joueur qui a vite trouvé sa place, il est utilisé en sortie de banc, mais dans ce rôle en sortie de banc, il arrive à avoir un gros impact en peu de temps, parce que déjà, plusieurs fois, il a fait plusieurs double-doubles, et dont certains double-doubles, avec en plus de ça 2 ou 3 comptes pour agrémenter tout ça, et sans jamais dépasser les 25 minutes de temps de jeu, donc ça montre qu'en peu de temps, il est capable d'avoir un gros impact et il peut performer beaucoup. Alex Sarr, en tout cas, c'est un joueur qui a déjà beaucoup voyagé, on le voit, c'est ce que je disais. Il est parti en Espagne, puis aux États-Unis, puis maintenant en Australie, pour un joueur qui est français à la base, qui est originaire de Toulouse. C'est un mec qui a l'air mûr et qui se sent bien, j'ai l'impression, dans le championnat australien, parce que l'Overtime Elite, c'était bien pour se montrer, pour apprendre pas mal de choses et apprendre le style de vie un petit peu à l'américaine, mais maintenant, si tu veux de la défense et du professionnalisme, c'était pas l'idéal. Et là, en Australie, il trouve tout ça. Et il arrive à faire sa place avec ce nouveau niveau qu'il est en train de découvrir. Il a de vrais outils défensifs, de toute façon, Alex Sarr, c'est là-dessus qu'il brille particulièrement, et c'est pour ça qu'il est tant apprécié. Il a une envergure de 2m28 qui est immense, en plus de ça, il est super mobile, c'est un mec qui est très actif, il peut défendre quasiment à tous les postes, et avec sa grosse mobilité latérale, avec sa longueur, et avec sa capacité à protéger le cercle, forcément, ça peut être un maillon essentiel d'une défense. On peut ajouter à ça qu'il est très bon en aide, qu'il arrive quand il faut, qu'il a un bon jump, qu'il a un bon timing, et on se rend compte très vite que oui, la principale qualité d'Alex Sarr, c'est la défense, dans la mesure où il peut switcher partout, et il peut faire du mal partout, je l'ai déjà vu défendre sur des extérieurs au périmètre, et il s'en sort très bien. Alors, on avait peur à une époque qu'il se fasse trop bully à cause de son physique et par des mecs plus costauds, parce que c'est vrai qu'à la base il pouvait sembler assez frêle et qu'il pourrait se faire bouger, mais j'ai l'impression qu'il a gagné du muscle, il a gagné du poids, il a gagné de la puissance, et on le voit, il a fait des progrès avec son arrivée en Australie, notamment en rebond, on le bouge pas si facilement. C'est un mec qui est quand même assez solide, il se fait pas forcément bouger par les tontons, et pourtant des tontons il y en a dans le championnat australien. Donc quand tu mixes cette longueur, cette agilité, cette mobilité, et qu'en plus de ça, t'as un minimum de puissance, ça fait pas mal d'éléments qui sont bien pour un intérieur. C'est peut-être pas le plus gifté, c'est sûr, au niveau des outils offensifs dans sa classe de draft, mais peu importe, parce qu'il a d'autres qualités, et sa frame lui aussi, elle est assez intéressante. Elle donne l'impression qu'il peut prendre encore du muscle, qu'il peut encore se développer, et on voit son frère, Olivier Sarr, qui est déjà plus costaud que lui, et je pense qu'il peut suivre la même trajectoire, donc je pense que le poids et le côté frêle de Alex Sarr, ce sera pas un problème. Donc maintenant, mais bien sûr, comme tous les joueurs de 18 ans, de 17 ans, de 16 ans, même de 19 ans, voire de 20 ans, on a un Alex Sarr qui doit encore gagner en expérience et un QI défensif, même s'il en a de plus en plus de l'expérience. Tout ça, c'est normal, mais ça fait qu'il est quand même très très bon. En attaque, en plus, peu à peu, toutes les années, j'ai l'impression qu'il a ajouté des moves à son bag. C'est un bon finisseur, il a de vraies qualités en face-up, il est très très bon en face-up. Il a ce petit mid-range qui est super efficace et qu'il a bien travaillé. Quand il arrive aussi à s'approcher du cercle, après une feinte par exemple en face-up, qui pose son dribble, il arrive très souvent à finir par un dunk. Il peut aussi jouer le pick and roll, il pose l'écran, il va très bien rouler vers le cercle, il est toujours très actif sur les cuts, il se positionne bien au dunker spot lui aussi, il propose pas mal de solutions sur les passes lobées, il peut jouer le pick and pop, il peut de plus en plus s'écarter, lui qui a travaillé son shoot à 3 points, et vraiment je trouve qu'il a déjà, même offensivement, on parle souvent de sa défense qui est sa principale qualité, mais même offensivement je trouve que pour un joueur de 18 ans, il a des fondamentaux qui sont très accomplis. De plus en plus, il arrive à créer pour lui, il dribble plutôt bien pour un intérieur, il peut faire de bonnes passes aussi, il regarde bien le jeu, attention quand même aux balles perdues, ça fait partie de ses péchés mignons, mais
mis à part ça, c'est quand même propre, hein. Il doit peut-être un peu travailler son footwork, j'avoue, pour s'approcher du cercle, notamment quand il est en post-up aussi, ou quand des fois il donne un peu l'impression de s'en mêler les jambes, mais sinon c'est quand même bien ce qu'on voit de sa part. C'est un joueur qui comprend bien le jeu, qui comprend bien son rôle, et que voilà, malgré les voyages en plus dont on a parlé, parce que lui il a déjà fait le tour du monde à 18 ans pour jouer au basket, et pourtant chaque été il est toujours présent dans les équipes de France jeunes, chaque été ou presque. Ça a été un acteur important, hein, de la médaille de bronze 2022 pour les U17, c'était à la Coupe du Monde, hein, ça, c'était aussi un acteur important de l'argent chez les U19 remporté cet été. Il a eu un bel impact encore, même si on l'a vu, il a encore des progrès à faire dans la prise de décision. Comme je le disais, il a son petit shoot aussi qui se développe bien, ça lui permettra d'être un pivot moderne en NBA, d'avoir ce profil NBA, et il a une mécanique, c'est vrai, qui semble un petit peu hachée, c'est vrai qu'il doit peut-être encore la travailler pour avoir plus de régularité sur le shoot extérieur et être un vrai danger à 3 points, ça il l'est pas encore, même si ça commence, en tout cas il y a des bribes et des éléments qui laissent penser qu'il pourra le devenir, donc peut-être en travaillant sa mécanique ça s'améliorera, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un joueur qui fait de bonnes choses. En plus de ça, mais du coup, on a vu cette équipe de Perth qui a joué contre la Ignite Team. Il a été bien en vue dans ces deux matchs face à la Ignite Team de G-League. Il a fait le premier match où il a fini à 17 points avec 3 paniers à 3 points inscrits, 7 rebonds et 6 contres avec la défaite lors du premier match. Mais lors du deuxième match, c'est déjà propre, hein, malgré la défaite, mais lors du deuxième match, cette fois-ci, Perth a obtenu la victoire et on a eu un Sarr qui a fini à 26 points, à 10 sur 14, 10 rebonds et 6 contres. Donc c'est énorme, ça a bien fait augmenter sa cote juste avant son année en Australie. Maintenant, c'est devenu, grâce à ces matchs et grâce à plein d'autres choses aussi, hein, un prospect qui est super attendu, qui a les qualités pour briller très fort en défense, qui a aussi les qualités pour avoir un rôle en attaque, qui juste a des skills partout, qui a un gros potentiel, et qui clairement, à ce jour, est un lottery pick no-brainer, voire beaucoup plus, dans la mesure où, partout, il est annoncé top 2, voire même top 1 par certains gros médias, comme Sports Illustrated, hein, qui l'annonce top 1 depuis déjà un petit moment, NBA Draft Room aussi, que j'aime beaucoup, qui l'annonce top 1 depuis un petit moment, et même ESPN, dans sa dernière mock, qui pense que, justement, Alex Sarr sera top 1 de la prochaine draft, la draft 2024, avec les difficultés qu'est en train de connaître Isaiah Collier. Donc maintenant, voilà, il doit montrer, pour confirmer ce statut, qu'il peut faire encore plus avec un plus gros temps de jeu, parce que pour l'instant, son temps de jeu est inférieur à 20 minutes, et on le sait, des fois, quand t'es bon en 20 minutes, on t'en donne 40, et d'un coup, t'arrives pas à faire la même chose sur autant de durée. Ça, pour moi, il va devoir prouver qu'il est capable de faire plus, parce que pour l'instant, il est pas trop utilisé dans le money time. On a un coach en Australie qui le laisse être lui-même, c'est plutôt positif, hein, ça lui permet de jouer librement, il apprend, il a ses qualités de défenseur vraiment élite, cette polyvalence des deux côtés du terrain, même cette polyvalence défensive, hein, on le voit, il peut couvrir toute sa moitié terrain, en tout cas dans le périmètre, et c'est un prospect intrigant qui plaît à beaucoup de monde. Et allez, encore une fois, je sais, vous voulez ces comparaisons, même si je les aime pas, mais j'ai lu que certains le comparaient parfois à Derek Lively, hein, qui a été drafté cet été par les Dallas Mavericks, qui a un profil comme ça, peut-être encore plus raw, justement, parce que Alex Sarr a l'air d'être un joueur plus accompli offensivement que Derek Lively, mais avec ce profil défensif, on voit Lively, il a direct trouvé une place en NBA. Alors Alex Sarr, avec ce profil défensif-là, peut-être encore meilleur, et un profil offensif qui est déjà encore plus taillé, plus accompli, mais ça peut faire des dégâts. J'ai vu d'autres mecs, hein, qui comparaient déjà sa défense à celle de Jaren Jackson Jr. ou celle d'Evan Mobley. Ça montre à quel point c'est lourd. On avait sa dureté, c'est vrai, qui a été remise en question par les scouts ces dernières années, sauf que là, cette vision, elle est complètement en train de changer vu l'impact qu'il a en Australie dans ce championnat très physique. Son manque de puissance et ce manque de physique, on en parle de moins en moins, en tout cas c'est de moins en moins problématique, et aujourd'hui, on le voit, Alex Sarr, c'est un joueur qui est productif des deux côtés du terrain. Dans une draft, comme je disais, où le niveau n'est pas forcément ouf, où il n'y a pas de first pick obvious, il y a pas mal de joueurs mystères, et bien Sarr, il faut s'en rendre compte, a pas mal de chances de finir premier pick, et même s'il l'est pas, il a quand même pas mal de chances de se construire une belle carrière en NBA. Et bien pour Alex Sarr, vous êtes super optimiste, vous êtes super enthousiaste, et c'est normal, vu que dans la mesure où pas mal de monde l'annonce comme le first pick, ou dans le pire des cas, pick 2 ou pick 3 de cette draft, c'est normal d'être enthousiaste, et vous êtes 33% à le voir All-Star, donc forcément c'est très ambitieux. Faudra voir s'il a pas trop de pression aussi, s'il est numéro 1 de la draft, et si on le considérera pas trop vite comme une déception, parce qu'on pourra pas forcément le comparer à d'autres numéro 1 de QV un petit peu meilleurs dans l'histoire, mais peu importe, quoi qu'il en soit, ça montre qu'il a un vrai avenir, et que sa défense peut vraiment plaire en NBA, surtout que son attaque est pas dégueu non plus. Et quoi qu'il en soit, ceux qui le voient pas All-Star, vous êtes 59% à l'imaginer titulaire en NBA, et 7% à l'imaginer dans le pire des cas remplaçant. Et personne ne l'imagine en bout de banc, personne n'imagine qu'il fera pas sa place en NBA, donc il y a de très grandes chances, en tout cas selon vous, que Alex Sarr fasse une belle carrière en NBA, et encore une fois, ça montre qu'on a beaucoup de Français à suivre, et Alex Sarr fait partie de ceux qu'on va suivre le plus, évidemment.
Et donc le dernier dont on va parler, avant de faire nos mentions, c'est Nathan Soliman. Et j'avoue, ça fait un petit peu bizarre, j'avais jamais parlé d'un joueur aussi jeune depuis que j'ai créé ma chaîne en 2018. Même Victor Wembanyama, quand j'ai fait ma première vidéo sur lui, il avait déjà 15 ans. Sauf que, ben là, comme vous le voyez, Nathan Soliman, il est né en 2009, et il a que 14 ans, sauf que je suis désolé, même s'il est très 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 jeune et qu'il peut se passer beaucoup de choses et que je veux pas lui mettre la pression, il mérite qu'on parle de lui. Parce que ouais, c'est 14 ans, en plus il les a eu récemment, il les a eu en juin dernier, et lui, il est pas prévu avant la draft 2028, donc d'ici 2028, il peut y en avoir de l'eau qui coule sous les ponts. Donc là, on parle d'un joueur qui mesure déjà 2 mètres, qui a une envergure qui fait déjà 2 mètres 10, et qui en plus grandit à vue d'œil, vu que l'an dernier, à la même période, il mesurait 1m93. Donc là, il fait 2 mètres, et en plus de ça, il a peut-être pas fini de grandir, sûrement pas fini de grandir en plus de ça. Là, il faut savoir que c'est un pensionnaire de l'INSEP, hein, il est au pôle, il est rentré au pôle avec 2 ans d'avance, une dinguerie encore une fois, et c'est le fils, je sais pas si vous vous en rappelez, de William Soliman, qui a fait une belle carrière pro en France, hein, je me rappelle notamment de lui du côté de Roanne, je crois qu'il avait été champion de France avec Roanne, il a eu aussi quelques sélections en équipe de France, et aujourd'hui, William Soliman, hein, le papa, il joue toujours en National 3 à Juvisy, à 43 ans. Et pour revenir à son fils, Nathan, l'an dernier, lui, il jouait avec les U18, avec le pôle, qui déjà avait 4 ans de plus que lui, et maintenant, cette saison, il joue en National 1 contre des darons, contre des adultes, et donc 2 divisions plus haut que son père en plus, et clairement, il s'en sort, il est en train de dépasser toutes les attentes qu'il pouvait y avoir en lui. Sur les 5 matchs qu'il a fait, là, au moment où je tourne le live, il en a déjà fait 3 à plus de 10 points, ça peut vous paraître faible, hein, de marquer 10 points en 3ème division française, mais pour un joueur de 14 ans qui joue contre des darons, c'est complètement exceptionnel. Il a même fait une pointe à 15 points, 6 rebonds, à 5 sur 7 en plus au tir en 25 minutes pour son premier match en National 1 face à Besançon. À l'Euro U16, il a été très bon aussi, il y avait des joueurs qui avaient 2 ans de plus que lui, mais avec son équipe, avec l'équipe de France, ils ont obtenu la médaille de bronze, avec Soliman qui avait un gros rôle, qui a tourné à 8 points, 5 rebonds, plus d'une interception et plus d'un contre. Il a fait des gros matchs aussi, des matchs références, un match à 11 points à 5 sur 5 en 15 minutes de jeu seulement. Il a fait un autre match à 15 points, à 6 sur 8 en 17 minutes de jeu seulement, et c'est fort, je trouve. Il a une espèce d'efficacité, une adresse au tir, une propreté dans son jeu qui est géniale, et malgré ses 14 ans, quel que soit le niveau où il joue, on a l'impression qu'il est facile, il y a un vrai sentiment de domination quand on regarde jouer Nathan Soliman. Partout où il passe, il est le plus jeune, et partout où il passe, il assure. En U15 France, à 12 ans, j'ai lu qu'il faisait déjà des matchs à 32 points, enfin voilà, le mec, il joue en U15 France, il joue contre des mecs qui ont 3 ans de plus que lui, et il plante 32 points. C'est une dinguerie. Et là, il faut savoir qu'avec le pôle, cette équipe qui forcément est toujours très jeune et qui en National 1 a pris l'habitude de perdre quasiment tous les matchs, là cette équipe a déjà 2 victoires avec Nathan Soliman. Et quand on connaît toutes les défaites que cette équipe enchaîne d'habitude, c'est plutôt bien. Et ce qu'on voit, c'est que Soliman, il a une précocité qui est complètement hallucinante. Hein, quand on voit que Wembanyama, par exemple, il est rentré à l'INSEP à 16 ans, même s'il a fait d'autres choses avec Nanterre avant. Mais peu importe. Ce qu'on voit, c'est que Soliman, c'est peut-être l'un des joueurs français les plus précoces de l'histoire. C'est un joueur maintenant, si on parle de son profil, qui peut jouer à tous les postes. Défensivement, il peut switcher absolument partout. Ça peut être un lockdown en 1 contre 1, vraiment, quand il se focus sur le porteur de balle, il peut l'éteindre. D'ailleurs, c'est souvent sa mission, on le positionne souvent sur le porteur, et il arrive à rester en face, à avoir les mains actives, à utiliser déjà son corps, à être mobile, à être solide. Il est super vif en plus, il a une bonne longueur, ça le rend très bon sur les close-out, où ça lui permet de rattraper ses retards. Il contre des tirs de loin, il dissuade, enfin voilà, on voit Nathan Soliman contrer des adultes qui shootent à 3 points, alors que Soliman, il est à la bourre. C'est fou, et en plus de ça, en attaque, c'est aussi un joueur très accompli. C'est un joueur qui peut porter la balle, qui peut organiser le jeu, qui peut attaquer le cercle, qui peut même mettre de loin. Il a peut-être du travail à fournir encore, c'est normal à son âge, hein, sur son adresse, sur ses régularités, mais il prend les tirs intelligemment, il prend les tirs ouverts, il a pas peur, il a jamais peur, quel que soit le niveau où il joue, il a jamais peur. Il tente des step back aussi, il a un très gros range, il peut tirer très loin, il a déjà la distance NBA, sa mécanique, bien sûr, elle est perfectible, mais elle est déjà plutôt bonne, plutôt propre, et il peut aussi être une menace en catch and shoot, en sortie d'écran, ou même jouer le pick and pop. Vraiment, il a tout, il a vraiment tout, même en tant que créateur, hein, pour lui. Il est capable d'initier le pick and roll, il est capable d'avoir de bonnes lectures, il a une grosse dimension physique, un gros volume, et déjà, il est un minimum solide. Il peut finir au contact face à des adultes, encore une fois. Il a un footwork qui est pas loin d'être incroyable, il peut faire de très bons Eurostep pour s'approcher du cercle, et ce qu'on voit, c'est que, même pour la National 1, même à 14 ans, même pour cette 3ème division française, il a des outils qui sont hallucinants. Nathan Soliman, c'est une machine en contre-attaque, qui a une très bonne panoplie offensive, un bon handle pour créer pour lui aussi, il va très facilement au cercle, il enchaîne des petites hésitations, des petits crosses, il peut changer de tempo, il peut faire des reverse pour s'approcher du panier, il peut tirer en pull-up, il peut tirer à mi-distance, il a une grosse activité sur tout le terrain, un gros volume dans tous les domaines, et tout ça, je le répéterai jamais assez, mais encore une fois, dans un championnat d'adultes, et
Et voilà, et pourtant lui, il a 14 ans et il montre que, il donne l'impression en tout cas qu'il connaît déjà beaucoup mieux le jeu que ses adversaires, qu'il est capable de s'adapter au placement de la défense, qu'il est capable de reconnaître les situations aussi, que ce soit balle en main ou off-ball, où il va faire les bons cuts. Il sait aussi aller chercher les fautes près du cercle pour aller mettre des lancers francs faciles. Il est déjà très efficace sur ses tirs. Quand il joue contre des U18, je rappelle, les U18, ils ont 4 ans seulement de plus que lui, il y a rien que ça. Et bien contre des U18, il va te faire des matchs à 70% de réussite au tir, parce que pour lui c'est limite trop facile de jouer contre des U18. Non, vraiment, tout a l'air simple actuellement dans le basketball pour Nathan Soliman. Il a un côté prodige, un côté petit génie, il a des grosses ambitions, on le comprend, il a une grosse confiance en lui. Donc maintenant, bien sûr, c'est très tôt encore, et je veux pas non plus en faire trop le concernant, mais j'ai vu des bouts de match, et ça me hype ce que j'ai vu. On est 4 ans et demi avant sa draft, donc on va pas non plus s'enflammer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Pas sûr qu'il garde cette avance encore, qu'il a sur tous les autres prospects de son âge, mais sauf que cette avance, elle est déjà vraiment conséquente. Donc maintenant, on va le laisser développer, on va le laisser finir sa croissance, on va espérer qu'il évite les blessures, on va le laisser gagner de l'expérience aussi. Donc on va pas faire de prédiction sur sa draft, c'est trop loin, 2028, mais jouer à un tel niveau déjà, avec une telle facilité, avec une telle précocité aussi, mais évidemment, ça attire déjà les scouts NBA, et ça nous donne envie très 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 fort de garder un œil sur Nathan Soliman, et c'est bien pour ça que j'avais envie, malgré ses 14 ans, de donner son nom aujourd'hui parmi les 6 prospects les plus prometteurs en France, et qui peuvent jouer en NBA, parmi ceux qui sont nés en 2005 ou après. Ok pour Nathan Soliman, pareil, encore une fois, vous êtes assez hypé, vous êtes 29% à l'imaginer comme un futur All-Star. Bon là, j'avoue, ce vote il veut pas dire grand chose, on l'a fait plutôt pour le fun, parce que c'est beaucoup trop tôt pour faire des prédictions, mais je trouvais ça intéressant de voir à quel point vous étiez hypé le concernant, même s'il a que 14 ans, et comme je dis, 29% d'entre vous le voient All-Star en NBA, 46% d'entre vous le voient titulaire, 14% d'entre vous le voient remplaçant, et 11% le voient pas en NBA, parce que vous pensez, j'ai l'impression en tout cas qu'il est sous les projecteurs trop tôt, et qu'il va craquer, comme vous l'avez dit, comme des Mikey Williams ou des Imoni Bates. On n'en est pas là, je pense pas, surtout qu'il a l'air d'avoir un bon entourage, il a un papa qui est déjà professionnel, je pense que le fait d'être en ce moment au Pôle France va l'aider aussi à grandir dans les meilleures dispositions possibles, donc je pense pas qu'il explose en plein vol. Maintenant, ça se peut qu'il ne fasse jamais de NBA, parce qu'on sait pas de quoi est faite une carrière. Je ne lui souhaite pas, mais une blessure, ça peut vite arriver dans le basket, et ça peut changer bien des choses. Maintenant, quoi qu'il en soit, je sais pas si vous le connaissez, ou si c'est moi qui avais l'air trop hypé dans mon discours, mais quoi qu'il en soit, c'est ça. 29% d'entre vous voient Nathan Soliman comme un futur All-Star alors qu'il n'a que 14 ans, ça montre à quel point le gamin a un potentiel de fou malade et à quel point il méritait que je parle de lui aujourd'hui. Donc maintenant, avant de vous donner mes mentions, je vais vous faire un petit peu le classement des joueurs auxquels vous croyez le plus parmi les 6 que je vous ai présentés, et après je vous montre mes mentions, justement, ceux dont j'ai pas parlé aujourd'hui et qui sont nés en 2005 et après. Ok, donc si on fait le classement des joueurs auquel vous croyez le plus, enfin en partant de ceux auxquels vous croyez le moins, celui en quel vous croyez le moins pour la NBA, c'est Pacom Dadier, qui est déjà présent pour la prochaine draft, et c'est vrai que c'est pas celui qui a la cote la plus haute. Je pense qu'il peut être drafté, mais la plupart d'entre vous, vous l'imaginez dans le meilleur des cas, backup, pas titulaire, et je peux le comprendre, même si encore il peut nous surprendre, parce que je pense qu'en tant que scoreur, il peut vraiment montrer de bonnes choses. Ensuite vient Noah Essengue. C'est vrai que c'est très très jeune encore pour parler de Noah Essengue, parce que lui ce sera pas avant la draft 2025. Vous étiez une trentaine de pourcents à le voir titulaire, et c'est déjà intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est encore très tôt, et on va voir comment il se développe. Ensuite, il s'agit de Tidjane Salahin. Tidjane Salahin, vous étiez 7% à le voir All-Star, 39% à le voir titulaire, et effectivement, c'est un joueur qui est déjà un énorme scoreur, qui peut faire beaucoup de choses, qui peut scorer aux 3 niveaux. Ajoutez-lui du handle et un petit peu plus de focus défensif, et clairement, ça peut devenir un monstre. Maintenant, il va falloir qu'il gagne un petit peu ce handle, cette dextérité, ce focus défensif et cette maturité, mais à 18 ans, il en est capable, et clairement, je comprends que vous soyez enthousiasmé. Ensuite vient Zaccharie Rizaché, évidemment, Zaccharie Rizaché, annoncé dans le top 3 de la prochaine draft. Zaccharie Rizaché, vous êtes 18% à le voir All-Star et 61% titulaire. J'espère juste que, si, même quand il va arriver en NBA, parce que maintenant c'est à peu près sûr qu'il y aille, il arrivera à retrouver cette agressivité qu'il a cette saison à Bourg, parce que c'est cette agressivité et cette mentalité qui est en train de faire la différence avec lui. C'est grâce à ça qu'il est en train de connaître le déclic, et j'espère qu'il gardera cette attitude en NBA, parce que c'est ça, à mon avis, qui peut lui permettre d'aller loin. Ensuite, en 2, vient Nathan Soliman. Ça, on va pas en faire des masses, on vient d'en parler. C'est un gros what if, un gros pari, mais quoi qu'il en soit, on a l'impression qu'il a pas mal de qualités qui peuvent lui permettre d'être l'élu, même s'il sera pas drafté avant 2028, donc il va falloir être patient. Quoi qu'il en soit, pareil, je vous invite à le suivre de près, et celui en quel vous croyez le plus, sans surprise, c'est Olivier Sarr, et en même temps, si ça avait été un autre que Olivier Sarr, que Alex Sarr, j'arrête pas de dire Olivier, non c'est Alex Sarr, Olivier c'est le grand frère, pardon, j'ai eu tellement l'habitude de parler d'Olivier ces dernières années que à chaque fois je dis Olivier, mais non, c'est bien Alex Sarr qui est attendu avec le premier choix de la draft, et donc c'est lui en quel vous croyez le plus. Par contre, je vous avais dit que je ferais quelques mentions dans les autres joueurs, alors là j'ai pris que des joueurs qui sont nés en 2005, c'est volontaire.
parce que c'est des joueurs dont je ne parlerai plus l'année prochaine dans ce type de live, parce que l'année prochaine, on fera ceux qui sont nés en 2006 et après, et ma première mention va pour Mohamed Diawara, donc qui est né en 2005, qui est un poste 4, qui mesure 2m05, qui est un joueur très physique, très athlétique, et qui a été formé pendant longtemps à Paris, et qui vient d'être envoyé à Poitiers, en Pro B. Il a joué que quelques minutes au Paris Basket, en Eurocup et en Betclic Elite, mais on avait du mal à lui trouver une place, il avait très peu de temps de jeu jusque-là, on verra ce que ça peut donner à Poitiers, pour l'instant c'est difficile, hein. Trop peu de temps de jeu en pro, mais un vrai potentiel. Il a un profil de défenseur solide, une bonne énergie, une bonne envergure. Ça peut être un joueur polyvalent. Donc on verra ce que ça peut donner à Poitiers en Pro B avec plus d'opportunités. Pour l'instant, ça me semblait un peu trop juste, mais on en parle potentiellement en fin de deuxième tour. Et s'il explose à Poitiers, peut-être qu'il peut faire monter sa cote. Ensuite, vient Ilan Fibleuil. Lui, c'est un de mes petits chouchous, donc pareil, né en 2005, qui cette saison est à UCLA, hein, c'est un poste 2-3 qui mesure 1m98. C'est un bon créateur avec un bon sens du jeu aussi, qui n'a qu'une dizaine de minutes de temps de jeu par match en moyenne en NCAA. C'est un peu faible et du coup, ça fait qu'il montre que peu de choses, surtout que quand il est sur le terrain pour l'instant, son shoot extérieur est un petit peu déréglé. Donc j'en ai pas parlé aujourd'hui pour ces raisons-là. Je sais pas s'il peut vraiment être drafté cette année vu ce qu'il montre en NCAA. Par contre, pour la suite, je pense qu'il peut encore progresser dans cette université de UCLA, avoir des responsabilités d'année en année, et peut-être un jour viser la NBA, et si ça vous intéresse, dites-le moi encore une fois dans les commentaires du best-of sur YouTube. On peut faire une vidéo sur les 6 meilleurs français en NCAA, et on parlera d'Ilan Fibleuil avec beaucoup plus de détails, et on parlera de son avenir avec plus de détails. Ensuite, je voulais parler de Kylian Malouaya, vous vous en rappelez, j'en avais parlé l'année dernière dans mes pépites, alors qu'il est pourtant né en 2005, donc 18 ans aussi, un joueur d'1m98 qui joue au poste 2 et 3, et qui fait de très bonnes choses cette saison à Évreux en Pro B, donc certes c'est de la Pro B, mais c'est bien ce qu'il fait là-bas. Il est en train de trouver sa place en attaque, il met des shoots de loin aussi, il tourne à 12 points par match avec de très bons pourcentages, il a une très grosse activité en défense, c'est un joueur très athlétique aussi, un joueur polyvalent, qui shoot de mieux en mieux, et dont les qualités athlétiques peuvent plaire, donc c'est vrai que ce n'est que de la Pro B, on peut dire que ce n'est que de la Pro B, cependant, au vu de ce qu'il est en train de montrer dans ce championnat de Pro B, il a l'air d'avoir le profil d'un joueur NBA, peut-être un peu limité en termes de qualité, pour s'imaginer un vrai avenir en NBA, mais peut-être qu'à ce rythme-là, un jour, il aura un shot, et qui sait, peut-être qu'il saisira ses opportunités. C'est tout ce que je lui souhaite. Ensuite, petit big up et petite dédicace à Noah Penda, 2005, lui aussi, qui pareil joue en Pro B à Vichy, c'est sa deuxième année à Vichy. Lui c'est un poste 3-4 très costaud, qui a un très bon slasher, qui a une bonne activité, des deux côtés du terrain, qui est solide au rebond, de toute façon c'est un joueur qui est solide, qui se donne aussi des deux côtés du terrain, notamment en défense. Lui il a vraiment le profil du parfait soldat, qui remplit très très bien son rôle, et qui a été très utile dans ce rôle-là, justement dans la Coupe du Monde du 19 l'été dernier. Peut-être qu'il est un peu sous-dimensionné pour jouer intérieur en NBA, peut-être pas assez créateur pour jouer au poste 3 et pas assez solide pour jouer au poste 4, mais au minimum je pense qu'il peut se faire une très bonne carrière en Europe. Et enfin, ma dernière mention vient pour Ilan Pietrus, le fils de Flo Pietrus, né en 2005 lui aussi, un combo guard qui a pourtant la taille d'un meneur de jeu vu qu'il mesure 1m87, on le voit là cette année avec la SIG. Il a quelques minutes en Betclic Elite et en Basketball Champions League. C'est un joueur c'est un bon arrière, qui a un très bon handle, qui a un bon toucher aussi sur son tir et sur son flotteur, et qui à la base a un vrai profil de scoreur. Maintenant on le voit, il est en train de connaître quand même quelques difficultés d'adaptation au niveau pro, et c'est normal, à 18 ans, on va lui laisser le temps avant de le juger. On voit que face à des défenses agressives, il a quand même beaucoup plus de mal à s'épanouir, que sa sélection de shoot est beaucoup plus compliquée, avec des défenses qui le tiennent beaucoup plus. Pour le moment, c'est difficile de le juger et difficile de l'imaginer en NBA, parce que à la SIG, il est pas assez responsabilisé, il a aussi quelques limites physiques en défense, même s'il a de l'envie physiquement en défense, ça peut être un petit peu léger, et avant de l'imaginer en NBA, il mérite encore de se responsabiliser et de se développer en Europe. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est que, avec ces 2005 que je vous ai montré, je rappelle Alex Sarr qui est annoncé au Paris ESPN top 1 de la prochaine draft, Zachary Rizaché qui est annoncé top 2 de la prochaine draft Paris ESPN, et Tidjane Salahin qui est annoncé top 6, mais aussi tous les autres dont on a parlé. La France a beaucoup de prospects et a de très beaux jours devant elle, et j'ai hâte de voir tout ce que ces jeunes joueurs vont devenir à l'avenir. Voilà pour ce qui est des futurs cracks français en NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En qui croyez-vous le plus, vous? Et quel est votre top 3? Qu'il ait été parmi mes sélectionnés, parmi mes mentions, ou pas du tout évoqué? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse à fond. Et pour finir, tu connais, si ce contenu t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton pouce vers le haut, juste en bas de la vidéo, et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ces petits gestes, ils apportent énormément de force, alors pour tout ça, je vous dois un gros merci, la team, et je vous dis à très vite.